peux remettre la vidéo pour qu'on puisse la regarder ensemble. Encore et encore. Je vais la rejouer. Ok. Je pense qu'on a tous vu, on a tous regardé la vidéo. On sait plus ou moins de quoi il s'agit. Donc, c'était un événement qui a eu lieu au Palais de la Culture. Avec la présence du Premier ministre et puis certains membres du gouvernement. Et c'était une journée, 10 journées de la paix. Je sais pas, c'est ma première fois déjà même de voir qu'il y a un tel événement qui existe. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait une journée de la paix qui était célébrée en Côte d'Ivoire. Donc, journée de la paix, je suppose c'est pour parler de paix, hein, je suppose. Maintenant, lors de cette journée de la paix, là, les gens ont invité les artistes. La paix, c'est un état permanent de pacifisme. Donc, c'est un état où il règne un certain climat. Et ce climat-là, c'est un climat de paix, d'entente. C'est une situation pacifique où il n'y a pas de belligérance entre les différents citoyens. La paix, bien évidemment, c'est le calme. Oui, mafioso, c'est le calme. La paix, c'est un état de non-guerre. Donc, c'est un état, c'est une situation où on a fini de créer les conditions pour que tout ce qui était situation difficile, en tout cas, tout ce qui pouvait créer des situations de non-paix, toutes ces situations qui peuvent en mener à une crise et autres, toutes ces situations-là sont réglées. Vous savez, quand le président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir en 2000, il a vu qu'il y avait une situation qui était quand même difficile parce que les Ivoiriens, le climat était délétère. Voilà, donc il a voulu créer des conditions de paix. Et pour lui, il a estimé que en passant par le forum de réconciliation, ça allait être un cadre propice pour que chacun vienne se prononcer et puis à partir des ressentis, de ce que chacun pensait, on allait pouvoir trouver un consensus, une entente. Comme on le dit chez nous africains, on allait verser de l'eau, quoi. Voilà, et puis pour dire, bon, c'est vrai, on a traversé des moments difficiles, beaucoup d'entre nous ont été lésés, des gens ont eu à payer malencontreusement des situations dont ils n'étaient pas responsables, ou alors d'autres ont été victimes de telle chose, de telle action, de telle justice. Mais vous savez, nous sommes des frères, donc on ne doit pas s'arrêter à là. On doit aller plus loin pour le pays. Il faut qu'on se réconcilie. Donc, le président Laurent Gbagbo avait pensé à mettre ce cadre-là. Donc, s'il y avait des gens qui étaient en exil, on pouvait les faire entrer. Donc, au sorti de là, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des mesures qui ont été adoptées pour créer un climat de paix. Donc, si on avait des gens
qui étaient en exil pouvaient rentrer. S'il y avait des gens qui étaient en prison, on pouvait les libérer. Je pense que avant ça, on a fait venir, le président a permis que Alassane Ouattara rentre. Donc, on crée les conditions, voilà, de paix, quoi. Mais les gens, ils fêtent ici une journée de la paix. Et qu'est-ce qui se passe? Les conditions pour qu'on soit en paix ne sont pas réunies. C'est ça un peu qui m'a un peu pincé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des Ivoiriens en prison, on a des gens qui ont été massacrés. Voilà, on est dans une situation assez tendue. Il y a eu tout dernièrement des gendarmes qui sont descendus d'un village. Ils ont commis des dégâts énormes là-bas. Le gouvernement ne s'est pas prononcé là-dessus. On n'a pas fini de savoir ce qui s'est passé à Nayo. Des gens ont perdu la vie et de la façon la plus brutale possible. Il y a des communautés qui se sont attaquées. Voilà. Comment on appelle ça? Qui se sont attaqués. Il y a les halogènes se sont attaqués aux autochtones. On a eu à Boissou des jeunes gens qui ont perdu la mort suite au fait que des corps habillés ont tiré sur eux. Donc, je dis, il y a des conditions quand même, il y a des situations quand même très difficiles qui sont latentes. Donc, avant de fêter une journée quelconque de la paix, je pense qu'il y a des points assez difficiles. Il y a des milliers de personnes qui sont en prison pour des raisons bizarres, en fait. Voilà, donc moi, je m'attendais quand même, avant de fêter comme ça, à se mettre à se trémousser là, à danser, à applaudir et tout ça, qu'il fallait quand même qu'on puisse poser sur la table les points qui fâchent. Mais quand vous voyez ça, je vais rejouer la vidéo, je vais vous dire pourquoi les gens le font et ce que ça augure. Qu'est-ce que les gens préparent ou alors ce dans quoi on va véritablement entrer. Voilà, parce que ça en dit long, hein. C'est pas fortune. Ok. Vous avez vu. D'accord. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, désormais, n'existe que pour un camp. Les 5 années, si jamais Alassane Ouattara doit faire 4e mandat, ça veut dire que le camp de Ouattara va se mettre dans une posture où on ne parlera plus jamais de droits et de libertés. Et surtout, tous ceux qui ne seront pas du côté de Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens qui vont décider d'entonner un autre son de cloche seront réduits au silence. Vous voyez, les conditions d'incarcération et d'interpellation des manifestants, des Ivoiriens qui sont en prison, vous le savez tous, hein, n'ont pas été faits sur la base du droit ou sur la base du respect, voilà, des droits de ceux qui ont été arrêtés. Donc, c'est comme si le 4e mandat venait légitimer que plus jamais on aura une forme de manifestation ou de contestation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'auront plus jamais la paix. Quand je dis les Ivoiriens, je parle de ceux qui ont fini de vomir le pouvoir de Ouattara. Il ne leur sera pas donné un seul moyen de répit, pendant que eux vont se nourrir de la détresse et de la souffrance des Ivoiriens
en les narguant. Parce que ce qu'ils font comme ça, ils sont en train, ce n'est même pas qu'ils sont en train de nous narguer. Ils sont en train de dire que tout ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui est bien pour eux. Parce qu'il faut que ça se passe pour que eux autres, ils puissent être en joie comme ça. Oui. Parce qu'on n'est pas dans une situation normale. Si on était dans une situation normale, je l'aurais peut-être compris. Mais on est dans une situation très difficile. On sort fraîchement d'un crime ou alors d'un braquage électoral qui a causé des morts. Donc les gens ne peuvent pas venir, vous voyez, danser. Les gens ne peuvent pas venir rigoler. Les gens ne peuvent pas venir ouvertement comme ça se réjouir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état dans lequel nous sommes, où on a plus d'un millier de personnes en prison, où on n'a pas encore fini de faire la lumière sur les décès. Ok, donc j'étais en train de dire, je vais rejouer la vidéo encore, pour que vous compreniez quelque chose de fort. Oui, oui. Oh, c'est qui cela? Ok, donc j'étais en train de dire la chose suivante. J'étais en train de dire que le message qui transparaît dans cette vidéo que je vous ai montrée, où vous avez vu les membres du gouvernement en train de se trémousser, alors que vous savez la situation dans laquelle nous nous trouvons, on a des milliers d'Ivoiriens qui sont en prison, préfigure tout simplement que pour qu'ils aient la paix, il faille que des Ivoiriens meurent. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent jouir de leur pouvoir, pour qu'ils puissent continuer à profiter du pouvoir qu'ils ont, il est nécessaire pour eux que toute forme de contestation soit brisée, soit détruite. Et c'est pas si vous comprenez. Donc, ils se réjouissent, c'est une victoire pour eux quand vous les voyez dans cette situation très difficile où on aurait appelé à pacifier d'abord, hein, à calmer les tensions, à créer des conditions de discussion, tout ça pour passer à une certaine forme d'accalmie, à essayer de comprendre pourquoi des frères sont encore en prison, pourquoi des gens ont été tués. Quand on ne fait pas le bilan de ça, et puis on crée une fête bizarre où le Premier ministre même est présent pour que les gens puissent jubiler, puissent danser, puissent se trémousser, puissent voilà, puissent rigoler aux éclats et tout ça. C'est une façon de nous dire que il faut que la Côte d'Ivoire reste en l'état pour que nous autres soyons heureux. Voilà. C'est une façon de nous dire, créer des conditions d'accalmie et de paix ne nous arrange pas. On a besoin que vous soyez de plus en plus maltraités. Il faut que votre souffrance soit à un point, atteint le paroxysme, quoi. Pour que eux autres puissent, c'est comme s'ils se nourrissaient en fait de la souffrance des Ivoiriens. En fait, ils se nourrissent de ça. C'est même pas comme si, c'est exactement ça. Ils se nourrissent de la souffrance des Ivoiriens. C'est-à-dire que cette énergie de tristesse, de désolation que traverse le peuple ivoirien là, eux ils ont besoin de ça pour vivre. Vous les voyez, ils sont heureux alors qu'ils savent que nous sommes dans une condition très difficile. Donc, c'est pour vous dire que si jamais ce quatrième mandat-là est acté, quoi que je sache, quoi que je suis très, très sûr que ce quatrième mandat n'aura pas lieu, voici
ce qui va se passer. Voici comment est-ce que nous allons être traités. Voilà, ils vont se nourrir davantage de cette situation de malheur. Voilà, cette situation de malheur. Donc moi, quand j'ai fini de regarder cette vidéo, généralement, quand tu penses détenir, tu manifestes ça dans ta main. C'est-à-dire que si on te fait une promesse, savoir que la personne qui t'a fait la promesse va tenir la promesse, ça te met dans une certaine forme de joie. Tu commences déjà à exulter, tout ça. Quoique n'ayant pas encore reçu la promesse. Pour dire ils sont, ou bien est-ce que ce pouvoir-là va tenir encore dans le temps? Donc, tu ne peux pas jubiler quand tu sais que tu n'as pas, c'est-à-dire tu n'as pas cet acquis-là, en fait, qui te permet de jubiler. C'est vrai, hein, que tout ce que nous constatons donne les... Malheureusement, ce camp-là va... S'il continue cette politique de division et tout ça, mais ça envoie deux messages. Voilà, ça envoie deux messages. Ça envoie le message selon lequel... Eh, un instant. Oh, oh, oh. C'est qui ça? Ah ouais, j'avais oublié ça. Ok. Donc, j'étais en train de dire, c'est le même leader, c'est le même président Laurent Gbagbo qui disait, au Soro Guillaume et tout ça, pendant qu'ils étaient encore très puissants, ils étaient encore très forts, que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ok? Pour certains d'entre vous, ce sera la prison. Pour d'autres, l'exil. Pour les moins chanceux, 6 pieds sous terre. Mais à l'époque où il disait ça là, est-ce que eux ils pouvaient croire que c'est ce qui allait leur arriver vraiment? On dit, mais lui, c'est un comédien. T'entends dit, ben, t'as nous décourager, ouais. Nous, on a prématuré. Les Blancs sont derrière nous. C'est nous qui avons fait le travail. C'est nous, on te tient. À quel moment, nous, on s'est retrouvés en exil. Jusqu'à même, on nous tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous aviez dit à Ouattara que il lui serait interdit de sortir du pays quand il allait demander ou manifester le besoin de le faire, si vous lui avez dit ça, il a dit non, tu mens. Quand Ouattara est tombé malade, il a demandé à sortir d'Ardar pour au moins aller se faire prendre en charge dans un pays avec beaucoup plus d'infrastructures sanitaires. Alors qu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, on est développé. Hein. Mais il lui a été opposé un refus. Donc, il n'a pas pu sortir à temps. Mais ça, Laurent Gbagbo le lui avait prédit. Quand il était encore le sable et les là, Laurent Gbagbo lui a dit, toi, c'est 6 pieds sous terre. Est-ce que cela ne s'est pas avéré vrai? Quels sont les éléments qui ont permis au président Laurent Gbagbo de se prononcer pour dire que vous là, d'autres vont aller en exil, d'autres 6 pieds sous terre, d'autres en prison? Est-ce que c'est pas tombé pile poil? À l'époque où nous-mêmes, eux-mêmes, ils se disaient jamais de la vie. C'est ce même Laurent Gbagbo qui dit le 4e mandat n'aura pas lieu. Donc vous, c'est... Qu'est-ce que on pense véritablement de toutes ces sorties du président? Je m'attarde là-dessus, pas parce que je veux m'accrocher à un mince espoir, pas du tout. Je parle de ça pour vous faire comprendre la justesse des interventions du président Laurent Gbagbo. Mais quand il dit ça, il ne s'arrête pas là.
Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un autre aspect. Quand vous faites une élection présidentielle, il y a un certain nombre d'éléments qui amènent à la validation du scrutin. Voilà. Pour qu'on puisse dire du pays qu'il est dans une certaine forme démocratique, il y a certains critères qu'il faut respecter. Comme ça, vous pourrez toujours être éligible parmi le Conseil des Nations, vous pourrez jouir de certains avantages et vous pourrez continuer de bénéficier des prêts empoisonnés de la Banque mondiale. Sinon, on n'aurait pas fait ce qu'on appelle le classement des pays en termes d'état de droit avec le World Project Justice. Non, après, donne. Ok. Après. Donc, il y a un certain nombre de critères, de caractéristiques qu'il faut respecter au cours d'une élection qui va présenter le pays comme étant un pays respectueux des principes démocratiques. Ça vous fait de la place dans le Conseil des Nations, comme je disais, et ça vous rend un interlocuteur crédible. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Vous voyez, Alassane Ouattara a gagné les élections en griffe transparente. Il a gagné les soi-disant élections présidentielles. C'est le 25-26 octobre. On est en novembre. Il y a eu trois actes. Il y a eu un prêt du FMI qui a été décaissé. Il y a eu les États-Unis qui ont félicité et puis la France. Vous voyez ces trois entités-là. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez voir la corrélation avec le voyage de Ouattara et pourquoi il ne s'empresse pas de faire, jusqu'à preuve du contraire, comment on appelle ça? Il ne s'empresse pas de faire encore l'investiture. Et pourquoi la date législative est aussi proche? Tout ça est lié. Vous voyez, ça, est-ce qu'il faut que j'en parle? Non, je ne vais pas en parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me disait, quand vous faites le panel, vous dites un peu trop de choses. Vous parlez un peu trop. Et comme nous, on sait. Parce que parmi eux, là-bas, on a nos gars. Hein. Ouais, on a nos gars qui nous suivent, qui nous appellent et tout ça, qui nous disent certaines choses, même au sein de leur truc. Donc, on est très, très écoutés. Je voulais vous faire ressortir quelque chose, mais qui allait vraiment vous faire comprendre un point que le président a dit. Et puis, on allait faire la corrélation, mais je ne pense pas que ça, c'est quelque chose que je peux dire ou je peux faire une analyse là-dessus. Laissons tomber ce côté-là. Retenons la chose suivante. Et puis moi-même, il doit go même. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler depuis. Je ne sais même pas s'il est bien fait d'ouvrir. Bon, les gars, je pense que je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je dois faire un truc que j'avais oublié complètement. Il est 20h chez moi. Je sais que je fais tard chez vous. Or, chez moi, il est encore tôt. Donc, je dois faire un truc. Si je reviens tôt, je vais rouvrir le panel. Mais, ce que je suis en train de dire là, comprenez que il n'y aura pas de quatrième mandat. Voilà, ça là, dormez le cœur en paix. Dormez le cœur en paix. Il n'y aura pas. Sachez-le. Maintenant, ceux qui courent pour aller faire législative, là, vous savez, la Côte d'Ivoire qui va venir, là, ne va plus marcher sur des principes ou sur des règlements anciens. Parce que pourquoi à chaque fois on a été replongé dans des crises? Pourquoi en voulant sortir ou en voulant reprendre du poids de la bête, on trébuche en chemin? C'est parce que la Côte d'Ivoire, pour les acteurs politiques qui constituent justement l'environnement politique, on a des gens qui, comment je peux les qualifier?
qui ont toujours ramé à contre-courant de la volonté populaire, mais qui sont prêts à vendre les intérêts généraux pour des intérêts particuliers. Vous voyez, on a adopté une certaine ligne de conduite. On a pris une certaine posture de combat. Quand vous commencez un combat, là, il y a un objectif à atteindre. Surtout ce genre de combat pour recouvrer la dignité, la souveraineté, tout ça. Ce sont des combats qui sont très longs. C'est des combats de très longue haleine. Et c'est des combats qui demandent beaucoup de résilience. Et surtout beaucoup de courage. C'est comme si moi je vais en guerre. Je vais en guerre avec mon allié. On a un ennemi commun. Donc on se met d'accord sur les stratégies à adopter. On est conscient de nos forces. On est aussi conscient de la force de l'ennemi contre qui on va en guerre. Ok? Mais on prend en compte la force de l'ennemi pour définir nos stratégies à adopter pour le faire tomber. Donc, mon allié et moi, en mettant ensemble nos forces et en définissant une stratégie commune, on se dit que c'est quand on va faire comme ça qu'on pourra atteindre notre ennemi parce qu'on sait que sur ce côté-là, il n'est pas assez fort. Et si on met nos forces ensemble, ça va nous donner plus de chances par rapport à tel. Donc, on définit ensemble une stratégie commune. Vous comprenez? Donc, c'est sur la base de cette stratégie commune-là qu'on pense pouvoir gagner le combat. On sait, on est conscient que le combat ne sera pas très facile parce qu'en face de nous, on a un adversaire, on a un ennemi qui est très coriace. Mais on se dit que par rapport à notre stratégie commune définie au préalable, par rapport à nos forces qu'on a décidé de joindre ensemble, on peut pouvoir venir à bout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant qu'on commence les premiers affrontements, ton allié, il appelle l'ennemi pour dire « C'est bon, moi je me rends ». Vous voyez? Alors que le combat n'est pas encore fini. Mais lui, il appelle déjà l'ennemi pour dire « C'est bon, je me rends ». La question, c'est laquelle? Est-ce que la stratégie définie au préalable pourra marcher? Parce que cette stratégie-là, c'est appuyé sur deux camps qui ont décidé de mettre ensemble leurs forces. Ça va pas, en tout cas, ça va mettre en péril l'issue du combat. Donc, quand en pleine route, en pleine lutte, en pleine bataille, vous décidez de dire, finalement, je vais aller jouer le jeu de l'adversaire, c'est ce qu'on appelle la traîtrise. Donc, la Côte d'Ivoire qui va venir là, pour ne plus jamais retomber dans les mêmes travers, va extirper de son rang et de son sein tous les hommes politiques qui mangent ou qui jouent au jeu de la traîtrise, c'est-à-dire que qui mettent en avant les intérêts personnels au lieu de l'intérêt général. On ne se sert pas de la population comme un bétail pour atteindre des objectifs personnels. Parce que l'intérêt personnel n'est rien devant l'intérêt du plus grand nombre. Ça ne représente absolument rien. Ce n'est pas parce que tu dois te gonfler le ventre ou tu dois te nourrir, tu dois assouvir tes bas instincts, tu dois assouvir ta libido, tu dois pouvoir nourrir des maîtresses que tu vas permettre que les gens meurent en aïe gratuitement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour dire que la nouvelle Côte d'Ivoire qui vient très bientôt aura fini de faire le tri parmi ses enfants. Parce que plus on va continuer avec ces hommes politiques véreux, plus on va mettre en péril les acquis de ce combat qu'on aura gagné avec beaucoup de larmes et de souffrances. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce qui se passe avant la libération de la Côte d'Ivoire, c'est que il y a un tri naturel qui se fait en notre sein. Il y a ceux qui ont décidé de ne pas manger le pain de la traîtrise. Et quand on dit ça, ils ont mal. C'est eux qui se plaignent qu'on est là chercher les traites un peu partout. C'est eux qui se plaignent de ça. Non, on n'est pas en train de chercher des traites partout. On est en train de croire en un lendemain meilleur pour notre pays. Donc, on n'aura plus besoin de forcément utiliser ces hommes politiques qui, à un moment donné de l'histoire du pays, ont décidé de ranger leur épée et d'aller partiser avec l'ennemi.
Voilà. Personne ne les y a envoyés. Chacun suit son destin. Donc, c'est pour dire, c'est pour dire, c'est pour dire. Non, Alvarez, je ne suis pas anti-ado. Je ne suis pas anti-ado. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire qui est contre l'injustice. Si Ado a dit qu'il allait venir développer la Côte d'Ivoire, on estime que c'est pour que cela puisse bénéficier et profiter à tous les enfants du pays. Pas à un clan seulement. C'est parce que j'estimais qu'il allait, selon lui, créer les conditions d'une démocratie, en tout cas d'une démocratie acceptable pour toutes les parties. Mais il ne fait pas ce qu'il dit, et bien plus, il fait souffrir les Ivoiriens qui ne lui ont rien fait. Maintenant, vous, les gens du RDR, moi j'ai ce message pour vous. Tout ce que Ouattara fait, ce n'est pas lui qui va emporter les peines, ce n'est pas lui qui va endosser les responsabilités. C'est ce que vous n'avez pas compris ou c'est ce que vous feignez de ne pas comprendre. C'est-à-dire quoi? Le retour du bâton là ne va pas venir en plein la gueule de Ouattara, mais c'est en plein dans vous, votre gueule. Parce que c'est vous qui allez subir. C'est ça en fait. Ceux qui vont subir, ça veut dire que vous ne profitez pas de tout ce que Ouattara fait. Il vole l'argent, c'est pour enrichir son clan. Il fait tout ce qu'il veut. C'est simplement des gens qui sont de son clan qui profitent. Et vous, vous êtes toujours à Bobo Dereraï. Vous êtes toujours à Jamé Roxy. C'est vous qui êtes remplis dans les quartiers précaires. C'est vous que, lors des grands rassemblements, des grands meetings, c'est à vous qu'on donne riz gras avec des mille. C'est-à-dire que vous ne profitez en rien de tout ce que Ouattara fait. Il a promis de développer le Nord, qui pour lui a été lésé devant la Côte d'Ivoire. Mais la seule chose qu'il a essayé, de vous donner pour vous contenter, c'est de mettre une plaque de goudron au nord. Est-ce que c'est la route au nord là qui va faire sortir cette jeunesse-là de la précarité? Est-ce que c'est ce qui va vous faire sortir de l'analphabétisme? Parce que vous êtes très analphabète là-bas. Et c'est pour ça qu'il est facile de vous manipuler, de vous utiliser comme du bétail, comme de la chair à canon. Ils ont utilisé les enfants du Nord pour aller faire la guerre. On les a tués en masse. Mais que sont-ils devenus, ceux qui ont été tués en masse? Rien. Aux oubliettes. Ils sont encore dans la souffrance. Ils l'ont fait pour un idéal, pour une personne qui incarnait cet idéal-là. C'est Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'il vous a renvoyé le retour de la pièce? Jamais. Donc les plus grands perdants, non seulement pendant que Ouattara est au pouvoir, c'est vous, parce que c'est qui? C'est les mosquées de qui on casse finalement. Moi, je ne suis pas musulman. Voilà. Mais c'est vous autres qui avez décidé de dire que comme il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Mais maintenant qu'il est président, alors que selon vous, il devrait quand même vous faire certaines largeurs et faveurs, il le fait uniquement pour ceux de son clan qui s'enrichissent et vous, on casse vos petites mosquées que vous vous débrouillez à construire. Donc, du vivant de Ouattara, vous payez même le lourd tribut parce que nous, on peut comprendre parce que nous, on ne le supporte pas. Mais et vous que le supportez là? Ça veut dire que vous vivez la même souffrance que nous. Et nous, on a des amis en vos seins qui parlent, qui nous disent, on sait, même des Ivoiriens lambda et tout ça. Parce que beaucoup ont compris qu'ils n'ont été utilisés que pour aider Ouattara à être au pouvoir. Voilà. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est que quand Ouattara ne sera plus là, comment est-ce que vous allez regarder les Ivoiriens en face? C'est la question. Quand vous mettez des citoyens lambda, ou alors des citoyens qui se réclament, par exemple la société civile, des partis politiques, mais qui n'ont jamais levé une seule arme, mais qui sont condamnés, bastonnés, torturés. Quand vous rentrez chez un frère comme Galakbi, vous rentrez à 2 h du matin, les escadrons de la mort, abusivement appelés encagoulés. Les encagoulés sont les escadrons de la mort. Hein. C'est parce qu'on veut leur donner un titre, sinon c'est les escadrons de la mort, parce que ils ont les mêmes agissements que les escadrons de la mort. Donc c'est les mêmes escadrons de la mort là, qui sont encore là. Donc quand vous enlevez d'honnêtes citoyens,
vous les bastonnez, vous les torturez jusqu'à ce que mort s'ensuit. Quand vous venez, selon vous, créer les conditions du rattrapage ethnique, alors que vous, on ne vous a jamais rien fait. Vous êtes toujours ceux qui dominent le secteur du transport. On ne vous a jamais arraché ce monopole. Vous avez eu des ministres dans différents gouvernements. Je veux dire que la nation ne vous a jamais mis de côté, à la vérité. Mais vous êtes venu au pouvoir et vous vous êtes vengé des frères qui, depuis très longtemps, ont vécu en bonne intelligence avec vous. Mais vous avez estimé que quand Ouattara est venu, parce que selon vous, il est exclu, alors vous vous vengez sur vos frères. Et on voit comment est-ce que vous traitez les autres en les tuant, en faisant perdre à certains leur travail, parce qu'ils ont mérité cela. Mais on voit un peu notre administration remplie d'analphabètes, juste parce que vous voulez faire du remplissage pour vous donner l'illusion que vous êtes enfin des participants à la vie de la nation. Non, pour participer à la vie de la nation, il y a des codes, il y a des critères en la matière. Il faut aller à l'école, il faut être intelligent, il faut avoir des diplômes, mais surtout, il faut être méritant. Mais vous ne l'êtes pas et vous estimez que ceux qui sont méritants vous ont lésé. Et pour revenir, pour être dans vos droits, il faut tuer ceux qui sont méritants et mettre des analphabètes à la place de ceux qui sont... Donc, moi, je dis simplement que comment est-ce que vous allez pouvoir regarder les frères quand Ouattara ne sera plus là? Parce que tout ce que Ouattara fait là, c'est à vous qu'il va donner la facture. C'est vous qui allez payer pour ça. Vous voyez, non? Aucune loi ne sera changée. Parce que c'est le bâton que vous aurez utilisé pour battre les enfants de ce pays-là. C'est ce même bâton-là qui sera utilisé en retour. Et ce ne sera que justice. Ce sont les actes que vous aurez posés qui vont simplement vous rattraper. Donc, quelle est l'explication que vous allez donner? C'est ça, en fait. Vous voyez, on endure tout cela depuis plus de 30 ans. Les morts, les arrestations, les enlèvements, les jugements uniques, le rattrapage ethnique. Tout ce que vous voulez. Personne ne vous a gêné dans votre gouvernance. Vous avez gouverné vous seul. Jamais l'opposition n'a eu part à des postes gouvernementaux. Tous les secteurs productifs du pays étaient à vous. Les sociétés d'État. Ce sont vos hommes que vous avez mis là. Des gens, ça dit que vous avez utilisé la Côte d'Ivoire comme vous avez voulu. Vous avez trait la Côte d'Ivoire pire qu'une vache. Vous voyez, non? Donc vous avez assouvi votre soif, votre vengeance de faire du mal aux autres qui pourtant ne vous ont rien fait. Ok. Les Ivoiriens, dans un grand silence, continuent de subir cela. Non contents de nous faire subir tout ça, vous décidez de dire de ces Ivoiriens-là que ce sont des chiens et qu'il faut les abattre, il faut les tuer. Donc, Alassane Ouattara donne l'autorisation de tuer les chiens. C'est-à-dire que non content de faire de nous tout ce que vous avez voulu, maintenant vous avez décidé de vous débarrasser des chiens. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a la caméra de l'histoire qui se charge d'enregistrer tout ceci. Maintenant, quand il sera venu le temps pour vous de nous expliquer pourquoi vous l'avez fait, on espère que vous aurez de quoi nous dire. C'est ça en fait. Il n'est ni question ici de parler en animosité, il n'est ni question de vous insulter, il n'est ni question de vous manquer, mais il est question de poser le débat tout simplement. Parce que les alibis, ou alors les éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour tuer vos frères ivoiriens, ces mêmes faits que vous décriez, mais vous les appliquez, mais en pire. C'est ça en fait. Vous faites pire. Vous n'avez absolument rien changé. Vous êtes venu criminaliser les Ivoiriens qui décident d'utiliser le droit que leur offre cette constitution-là. Juste parce qu'on marche, on peut arrêter des enfants de 11 ans. Est-ce que la marche, là, ce n'est pas une expression démocratique? Je veux dire, est-ce que quelqu'un qui a faim, qui décide de marcher contre la vie chère, là, est-ce qu'il enfreint les lois ou est-ce qu'il empêche le bon fonctionnement de l'État? Ouais, docteur Ibraf, pose ta question. Bizarrement, vous aimez bien nos panels. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux comprendre.
Pose ta question, docteur Iwa. J'étais sur le point même de bouger parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Pose ta question, je vais te répondre. Donc, nous, c'est un peu comme le peuple d'Israël. Voilà, le peuple d'Israël qui a subi pendant plus de 400 ans l'esclavage. Voilà, ils ont été torturés, massacrés, tout ce que vous voulez, par le peuple, par les Égyptiens. Mais quand l'heure a sonné pour leur libération, ça a été fait. La toute-puissante armée de Pharaon n'a pas pu empêcher cela. Pour vous dire, c'est vous qui allez payer pour tout ce que Ouattara a fait. Voilà, c'est vous qui allez payer. C'est ça en fait le drame dedans. Quand je dis payer, c'est pas qu'une quelconque forme de vengeance sera actée, non. Je veux dire, les actes que vous aurez commis vont vous rattraper. Donc, c'est à vous de voir. Nous continuons de dire que Ouattara est illégitime et illégal. Et nous ne reconnaissons pas ce soi-disant mandat qui pour nous n'en est pas un. Et voilà, en tant que tel, nous adoptons cette posture de résistant et nous allons continuer de résister. Parce que bientôt il fera jour. Et on espère que vous aurez de quoi nous dire. On espère que vous aurez de quoi justifier les actes inhumains que vous avez eu à perpétrer contre les Ivoiriens qui vous ont pourtant rien fait, qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en vécu avec vous de façon truc. Donc, chacun choisit son camp. Comment qualifies-tu la participation à une marche qui est interdite? Non, faut pas poser la question comme ça, Ibra. Ce n'est pas l'interdiction de la marche qui est un problème. C'est est-ce que la marche doit être interdite? C'est ça la question. Sinon, c'est pas comment on doit qualifier la participation à la marche qui est interdite. Non, c'est est-ce que la marche doit être interdite? C'est la question que tu aurais dû poser. C'est ça. Parce que si tu poses la question comme ça, c'est comme si ceux qui marchent sont en train d'enfreindre la loi. Non, ils n'enfreignent absolument aucune loi. Pour qu'une marche soit interdite, il y a un certain nombre d'éléments ou il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. C'est ça. Est-ce que la Côte d'Ivoire a fait face à une attaque extérieure? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire est divisée en deux? Non. Est-ce qu'il y a des rebelles qui tiennent en joue les Ivoiriens qui vivent dans la moitié nord du pays? Non. Est-ce que? Non. Par contre, est-ce que la Constitution permet qu'il y ait des manifestations des populations? Oui. Donc, d'où vient-il qu'on doit interdire la marche? C'est la question. Donc, il faut poser la question ou bien pose le problème de façon beaucoup plus... avec de l'objectivité. Voilà. Sinon, les marches, là, on peut les interdire, mais est-ce que c'est justifié d'interdire une marche? Donc, si l'interdiction n'est pas justifiée, alors nous sommes en passe d'exercer notre droit constitutionnel. Maintenant, quitte à ceux qui veulent nous empêcher de marcher, de prendre les moyens qu'ils veulent, donc de tirer sur des manifestants. Et nous avons pris acte de ça. C'est de ça que je dis que vous allez plus tard répondre. Parce que quand on va vous poser la question de savoir, est-ce que l'interdiction de la marche est justifiée? Vous allez pouvoir nous donner les éléments qui sous-tendaient l'interdiction de la marche. Donc, nous ne sommes pas en porte-à-faux avec la loi. Bien au contraire. Nous agissons de concert avec ce que la loi dit. Mais c'est vous qui décidez de donner la mort à ceux qui viennent exercer leur droit constitutionnel. C'est à vous de répondre de ça bientôt. C'est ça en fait. Donc tu vois mon frère, c'est une simple question de logique. Hein. Voilà, c'est une simple question de logique. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez dit qu'on a le même niveau de sécurité. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est pareil à celui de la Suisse. Donc, une marche. Et puis, il y a quelque chose par lequel vous vous êtes laissé piéger vous-même. Il y a eu la marche du 9 août. Les gens ont spéculé sur les chiffres par rapport au nombre de personnes qui ont eu à prendre part à la marche.
c'est de bonne guerre. Mais toujours est-il que cette marche-là a eu un franc succès. Vu le nombre de personnes qui y ont participé. Mais tiens-toi bien compte que pendant cette marche du 9 août, où il y a eu au moins le million de personnes, il n'y a eu aucun grabuge. Parce que l'opposition a appelé à faire une marche pacifique. C'est ce qui a été suivi. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de force de l'ordre attaquée, il n'y a eu aucun bien détruit. Ça voudrait dire que, à la vérité, les marches n'ont jamais été une source d'insurrection comme vous essayez de le faire croire. Parce que si cette marche-là devait être une insurrection, vous auriez eu beaucoup de mal à empêcher que cela soit, vu le nombre de personnes. Tu t'imagines une armée en train de massacrer toutes ces personnes-là? Est-ce que tu vois l'image que ça va donner? Tu vois le tollé que ça va créer? Pour montrer qu'en fait, l'opposition n'a jamais été dans ce cas de figure. Donc, vous avez ordonné que la marche se fasse, se déroule, et la marche s'est déroulée en toute tranquillité. Maintenant, pourquoi annuler une autre marche qui, pourtant, était dans le même cas de figure? Donc, mon frère Iba, je sais que vous faites l'effort de justifier l'injustifiable. Hein, et c'est un exercice qui est périlleux, qui est très difficile. Voilà, moi je le sais. Toi et moi, on se connaît suffisamment pour avoir fait des débats très intéressants. Et tu sais que la posture, la position que vous défendez là, c'est très difficile. Mais je peux te le concéder parce que bon, tu peux pas te faire harakiri. Quand il y a les faits, il faut pouvoir rester collé aux faits. Ce n'est pas parce que je soutiens tel X ou Y que ces faits-là vont venir noircir mon objectivité. Dans ce cas, je fais preuve de mauvaise foi. Parce que voyant la vérité, je décide de ne pas la voir et de faire autre chose. Ça, c'est maintenant, c'est la mauvaise foi. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je vais vous laisser. Je voulais durer un peu, mais j'ai 2-3 choses à faire. Si je finis plus tôt, que vous êtes encore là, on va se parler. Sinon, mon cher, si Dieu nous donne la vie, on va toujours faire les panels pour discuter, pour s'instruire en toute transparence. Il n'y a rien à cacher. Donc, les frères, les amis, les sœurs, gardons une sérénité troublante. Il y a un ami qui m'a même dit ça. Il dit, je suis serein. Je garde une sérénité troublante. Ça dit que tellement tu es serein, ça trouble celui qui est en face de toi. Et c'est dans ça que nous sommes en ce moment. Donc, gardons cette sérénité-là. OK? Parce que ce pays-là, il va nous revenir, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Laissons ceux qui n'ont jamais vu un personnage de leur vie, qui a apparu sur la scène politique, qui a apparu en politique en Côte d'Ivoire comme un cheveu sur la soupe, et qui bizarrement s'est trouvé des parents au dîner à Congo. Du jour au lendemain, c'est devenu leur enfant. Et à cause de cet individu-là, il décide de massacrer des gens pourtant avec qui il vivait en bonne intelligence. Donc tout ça, l'histoire va nous aider à juger les uns et les autres. Donc, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de me suivre. J'ai parlé 1 heure de temps. Je voulais en faire un peu plus, mais il y a une petite des voix qui m'appelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir pris le temps de me suivre. Iboa, j'espère que, bon, tu peux ne pas être satisfait de ma réponse, mais je pense que la bonne question à poser, c'était ça. Est-ce que la marche devait être interdite? Si tu es d'accord avec ce principe-là, tu auras toi-même la réponse à ta question. Parce que si tu dis que ton président est démocrate, et tu dis que il comprend l'expression plurielle que doit avoir une démocratie, normalement, il ne devrait pas interdire les marches. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. Et puis, bon, Dieu voulant, on se parle demain. Merci. C'est qui fait un peu tard et tout ça. Je voulais partager quelque chose avec vous. Donc, tapotez, vous qui me prenez en marche. Tapotez, tapotez.
tapoter le live. Ceux qui me prennent en marche. Merci à ceux qui ont déjà commencé à tapoter. Et je sais pas, il fait quelle heure? En tout cas, merci, hein, merci. Merci pour le tapotage. On va expliquer. On va parler un peu. J'ai vu quelque chose sur les réseaux qui s'est passé. J'étais un peu... ça m'a un peu... Comment je peux dire? Ça m'a un peu fait de la peine. Voilà, ça m'a un peu fait de la peine, mais bon, en même temps, je me dis... C'est un peu normal. Un peu de patience quand même. Là, ça m'a un peu fait de la peine. J'ai suivi un événement là. J'étais un peu non pas découragé, mais ça m'a fait de la peine comme je le disais. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, moi ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que la Côte d'Ivoire, on aura beaucoup à faire après le départ du pouvoir de Ouattara. On aura beaucoup à faire après le pouvoir de Ouattara parce que ce que j'ai vu m'a rendu triste. Et puis en même temps, je me dis, s'il faut qu'on passe par là, bah on va passer par là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Je me suis dit, s'il faut qu'on passe par là, bah on doit passer par là. Et puis bon, voilà. On dit il y a eu journée, non? Il y a eu journée de... les gars ont appelé ça journée de la paix, right? On dit il y a eu journée de la paix. Une journée de la paix qui a été organisée à Abidjan. Cette journée de la paix a été organisée à Abidjan et il y avait, comment on appelle ça? Il y avait des responsables, hein, voilà, qui ont été invités. Et c'est une situation qui, moi, qui m'a fait un peu de peine parce que j'ai compris en fait que, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je vais vous jouer ça. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Je sais que vous avez vu, non? Je ne sais pas si on voit, hein. Il y a trop de lumière là. Mais ce mec au moins menace. Ok.